non négligeable de la classe ouvrière française depuis les années 1920 a toujours été constitué de travailleurs immigrés que Billancourt, bien entendu, y compris puisqu'on fête l'anniversaire de 1068, une partie des ouvriers qui étaient en grève dont on parle souvent, enfin ça dépend de qui parle, mais en fait étaient des travailleurs immigrés. Alors, finalement, cette évocation là de cette répression de 61 tombe bien parce qu'effectivement, elle montre bien comment, y compris au sein des forces de gauche, la construction d'une mémoire commune, finalement, intégrant des événements ou des drames qui étaient à l'origine plutôt qui frappaient ces populations dans un climat de guerre civile, a été très long à intégrer et qu'effectivement, c'est Charonne qui a été porté d'abord comme symbole de la répression contre les manifestants anti-guerre d'Algérie, et comment donc il y a eu tout un travail de reconstruction lié bien sûr à tous ces porteurs de mémoire qui ont milité pour que cette manifestation qui n'en était pas une à l'origine, retrouve toute sa place dans la mémoire de la société française. Et justement, dans le livre de Stéphane Beau consacré à cette fameuse famille d'origine algérienne, la question de la mémoire de la guerre d'Algérie, du rapport au FLN et du positionnement de ces populations par rapport à cette mémoire dans la société française est abordée, et y compris au travers de cette différenciation de génération, puisque Stéphane Beau, enfin c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je vais le redire, Stéphane Beau explique en fait que dans l'analyse qu'il fait quasiment ethnologique de cette famille, il identifie une différenciation de génération, donc de rapport aussi aux politiques, aux formes d'action, euh, puisque cette génération de la fameuse marche pour l'égalité est liée quand même à un tissu social très, comment dire, articulé autour d'associations, de syndicats, pas national, localement bien entendu, de partis politiques, de militants politiques ou syndicaux, et alors que la génération des cadettes, comme il le dit, ont un rapport beaucoup plus distancié, voire parfois même totalement inexistant, à ce tissu syndical, politique, associatif, qui, est vrai, a été en grande partie détruit à coup de politique de réduction budgétaire dans les quartiers populaires. Donc c'était la question que je voulais vous poser, mais je pense que vous allez réagir aussi à l'exposé de Raphaël Branche. Je vous laisse la parole. Merci et merci pour cette invitation. Je pense que c'est important parce que on n'a pas souvent l'occasion d'être ensemble pour parler de ces choses. Euh, D'abord, la première chose à dire, c'est la question du vocabulaire. Noam Chomsky disait les mots font le monde. Et je crois que c'est important comment on nomme les choses. Par exemple, quand on dit qui on est, hein, qui on est. Euh, Depuis 15 ans, l'association Les Oranges a initié un terme parce que nous ne souhaitons pas subir les mots des dominants. On nous appelle les Français issus de l'immigration. Issus de quoi? Moi, je n'aime pas issus d'eux parce que dans issus d'eux, il y a voix sans issue. Et puis, il y a aussi, j'ai appris un truc, c'est que les paysans ont dans les greniers un truc qui s'appelle les ussus. Et vous savez quoi? C'est pour le blé. Et ça permet de garder les mauvaises graines. J'ai appris ça. Mais c'est important, ça. Et donc, depuis 15 ans, on a initié un terme. Nous sommes les Français héritiers de l'immigration coloniale. Héritier, ça veut dire qu'il y a un héritage. Et Raphaël vient avec brio de le dire. C'est-à-dire cet héritage qui vient de loin, qui vient effectivement d'une lutte de combat. Moi, je pense que la question importante, c'est comment faire du drame du passé un carburant du combat d'aujourd'hui. Parce que c'est ça l'enjeu pour nous. C'est les guerres coloniales, on les connaît, je crois qu'on ne va pas passer la soirée là-dessus, mais quand même dire deux, trois mots. Il y a des choses qu'il faut rappeler et qui sont un des facteurs du carburant qui est le nôtre, parce qu'il y a des phénomènes de répétition, comme diraient les psychanalystes, ou de reproduction, comme dirait Bourdieu. C'est quoi C'est la question de l'égalité.
parliez de la marche pour l'égalité des droits. D'ailleurs, la nomination de la marche, vous voyez comment elle a été dévouée. Une marche des beurs. Non, non. Marche pour l'égalité et contre le racisme. C'était ça, moi j'avais 23 ans à l'époque, et nous postulions à la question de l'égalité. Mais nos parents, nos grands-parents, en 1830, etc., tout ce qu'il y a eu s'est passé. La lutte, c'était pour la question de l'égalité et d'exister en tant que sujet humain. Or, toute la colonisation, le poison de la colonisation a été un produit terrible de nier l'existence. On a les massacres, on a plein de choses, mais on a un truc dont on ne parle jamais, parce qu'il y a de la pudeur. C'est les viols. Les viols, il y a très peu d'ouvrages qui parlent des viols durant la guerre coloniale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les processus d'humiliation qui restent dans la mémoire de manière très très forte. C'est quoi les humiliations ? Ça émane des dépossessions, hein, dont on a déjà parlé. Mais les humiliations, c'est rassembler des gens, les faire prosterner par terre, les rassembler par milliers. Hein, c'est des villages entiers. Et je crois que ça, c'est un carburant de la révolte terrible. Parce qu'à un moment donné, quand la cocotte minute pète, ça ne pète pas comme ça. Ce que disait Raphaël tout à l'heure sur Palestro, peut-être qu'on pourrait mettre l'hypothèse de ces humiliations répétées produisent des choses invraisemblables. Et donc, si on veut parler de mémoire, de quelle mémoire on parle ? Nous, on parle de mémoire de combat. Mais la mémoire de combat qui postule à l'égalité, qui postule au fait qu'on soit ensemble. Et on verra tout à l'heure que sur les questions de l'égalité, les choses ne sont pas claires, y compris avec nos pseudo-amis de gauche. Ah oui, c'est pas si simple. Parce que quand on parle de la question politique, par exemple, la question de l'accès politique, d'ailleurs, justement, à propos de politique et de place, on voit qu'un type comme Ferhat Abbas, hein, qui était un démocrate, on va dire, quelqu'un, on va dire aujourd'hui un social-démocrate, je ne sais pas, pas un grand révolutionnaire, mais enfin un type qui était quand même pour la légalité, etc., légaliste et tout ça. Et on s'est aperçu qu'il n'a jamais été reçu par les dirigeants, ici les dirigeants de gauche, il n'a jamais été reçu alors qu'il était député, hein, quand même, ce monsieur. Donc on voit bien qu'il y a un phénomène de reproduction et de lien entre ce passé et, je dirais, les Français héritiers de l'immigration, ceux qui vivent ici, nous autres. Hein, et il y a quelque chose, il y a plusieurs générations, puisque la mienne, c'était celle de 68, puisque en 68, j'étais dans une école primaire. Et je me souviens qu'il y avait un instituteur, Monsieur S, je suis en train d'écrire sur lui un roman en ce moment, mais je ne vous révélerai pas ça. Et ce monsieur S nous appelait tête d'en béton. Tête d'en béton. Pour lui, nous avons sa traduction tête de béton. Et donc, il mettait en œuvre sa sinistre pensée, c'est-à-dire nous fracasser le crâne avec des règles, avec une règle. C'était un ancien d'Algérie, alors je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais enfin, beaucoup, à l'époque, étaient recrutés aussi à l'éducation nationale, il faut le rappeler. Et donc, on a eu le malheur de passer par ces gens-là, et donc beaucoup de mes camarades ont été fracassés. Moi, je suis un miraculé, comme diraient les sociologues. C'est-à-dire que, comment tu fais pour exister encore ? Eh bien, justement, l'existence, c'est créer cet en commun, l'élargir. Et donc, parler tout à l'heure du 17 octobre 61, ça a été un long combat et qui n'est toujours pas fini, le 17 octobre. Pourquoi ? Parce que d'abord, en termes de reconnaissance, qu'est-ce qu'on demandait ? On demandait la reconnaissance. Hein, exister, c'est résister. Et ce que disait aussi Abdelmalek Sayad, hein, exister, c'est exister politiquement. C'est ça qu'on veut. C'est ça. Exister, c'est exister politiquement. C'est ce que disait Abdelmalek Sayad, un grand sociologue auquel nous avons rendu un hommage, puisqu'on a créé une dynamique, notamment sur Nanterre, à partir de Nanterre, pour que
son nom obtienne, qu'un collège obtienne son nom. Et ça a été une longue bataille avec M. Sarkozy à l'époque, puis ça n'a pas très bien marché, mais la résistance a été là. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il existe une rue Abdelmalek Sayad à Nanterre et un groupe scolaire Abdelmalek Sayad. Voilà ce que c'est que la posture de la mémoire circulante, la mémoire de vie. Hein, c'est une mémoire de vie, parce que quand quelqu'un se retrouve dans une rue, il dit « mais c'est quoi Abdelmalek ?» Oui, bah, c'est qui ce monsieur? C'est un sociologue. Et donc c'est un savant algérien. Donc ça veut dire qu'il y en a changé les schémas de représentation, parce que c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut? C'est postuler à changer les schémas de représentation. Et changer les schémas de représentation, il faut qu'il y ait de la matière. Donc voilà, une rue Abdelmalek Sayad, un groupe scolaire Abdelmalek Sayad. Et par rapport à la question de la transition, sur la transmission, qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur... moi, je respecte tout à fait... dans les sciences sociales, c'est très compliqué. Il y a plusieurs méthodes, vous le savez. L'ethnographie, c'est très bien. Je respecte l'ethnographie, etc. Mais la généralisation, il faut faire attention. Dire qu'il y a un fossé entre nous et nos enfants, autrement dit, c'est pas leur affaire, quoi. Mais je veux dire, il faut apporter l'administration de la preuve sur un travail beaucoup plus long et beaucoup plus important, de manière à ce qu'il soit généralisable pour pouvoir, je dirais, avancer ce type d'hypothèse. Et je respecte tout à fait Stéphane Beau, qui est un ami, il n'y a pas de problème. Mais je pense que l'enjeu numéro 1, c'est surtout ce que font les faiseurs d'opinion. Les faiseurs d'opinion, à longueur d'année, à longueur de jour, ils essayent justement de diviser, effectivement, diviser les gens d'une manière générale, créer l'ennemi intérieur. Hein, et la figure du garçon, eh bien, c'est la figure de l'ennemi intérieur. Et moi, je peux vous dire que ce monsieur S, il nous appelait d'ailleurs les félagas. Pour lui, ils étaient, je vous raconte quelque chose de tout à fait vécu. C'était l'époque des bidonvilles, c'était l'époque une époque terrible dont vous ne pouvez pas imaginer. Enfin peut-être il y en a qui ont l'expérience, mais c'était d'une violence inouïe. Ce type, donc représentant de la République, payé par vos impôts, eh bien ce monsieur s'autorisait à dire voilà, vous êtes des félagas, et donc il n'y a rien à faire, il n'en sortira rien de vous. Vous imaginez de dire ça à des enfants en primaire, ce que ça peut engendrer dans une perspective à venir. C'est pour ça que... et c'est important de dire, voilà, évidemment, les générations d'après ont eu un peu plus de chance, certes, hein, mais les phénomènes de reproduction sont toujours existantes, sont toujours là. Sont toujours là, pourquoi? Parce qu'il y a des rendez-vous manqués. Et ces rendez-vous manqués, c'est quoi? Notamment en politique, parce que comment on peut construire les choses? C'est grâce à un certain nombre de rendez-vous. Moi, j'ai toujours postulé, moi je suis un progressiste, j'ai toujours pensé que nos amis progressistes, nous pourrions converger ensemble et faire du chemin ensemble, et puis tout en ayant ces spécificités, etc. Ben, c'est pas tout à fait ça. Parce que même dans l'histoire, on s'est rendu compte que c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, la mécanique à cheval. Ben non, parce qu'en 1945, parlons 1945, le 8 mai, a été évoqué aussi. Le 8 mai, manifestation pacifique, mes sources, c'est Monsieur Planche, Jean-Louis Planche, qui a fait un très beau travail sur le 8 mai 1945, et qui a, en effet, à partir des archives de l'ex-CIA, trouvé des choses très intéressantes. La répression a commencé le 8 mai et elle s'est terminée le 30 septembre, selon Jean-Louis Planche, avec les archives qu'il a apportées. Mais le 8 mai 1945, qui était au gouvernement? Le 8 mai 1945, c'était un gouvernement d'union nationale. Il y avait un monsieur de Gaulle, bien sûr, mais il y avait des ministres de gauche. Hein, il faut le savoir. Le ministre de l'Air était un communiste. Voilà. Et donc, c'est important de rappeler que la gauche ne nous a jamais
vraiment épargnés. Par exemple, en 1956, les pouvoirs spéciaux, les pouvoirs, parce qu'il faut parler aussi des choses qui fâchent, hein, pour dire ensuite, après, pour qu'on puisse construire ensemble, il faut qu'on se dise quel est le contentieux historique. Eh bien, les pouvoirs spéciaux ont été votés par la gauche et la droite en 1956 au Parlement français, oui, et ça consistait à conférer les pouvoirs de police à l'armée. Je vous laisse imaginer lorsque, chacun son boulot, lorsque on donne les pouvoirs de police à l'armée, l'armée, elle ne sait pas faire le boulot de police. Hein. Donc elle fait son boulot de l'armée. Donc ça a été terrible. Dans les comptages du 17 octobre 1961, tout à l'heure, il y a quand même un petit souci, c'est que, bien sûr, il y a eu les massacres. On n'a peut-être pas la même appréciation, mais pour nous, ils sont aux alentours plutôt de 200, voire même plus. Mais pourquoi ? Parce que si on compte ceux qui ont été massacrés à Paris et dans sa banlieue, il y a aussi toutes les tortures. Mais il y a aussi ceux qu'on a expédiés vers les douars d'origine, l'expression de l'époque, les douars d'origine. Et les douars d'origine, ça veut dire quoi ? On a expulsé un certain nombre de nos parents vers les douars d'origine. En fait, on les a donnés à l'armée française qui était en Algérie, dans les camps, et je vous laisse imaginer ce que l'armée française a pu en faire. D'ailleurs, on n'en sait pas trop. Et justement, il y a eu des disparitions. Donc, je dirais, bien sûr qu'il y a un travail historique important, hein, mais ce travail historique, d'ailleurs, n'a pu avancer aussi que parce que je pense qu'il faut croiser, j'ai travaillé avec Gérard Noiriel, je pense qu'il nous faut une alliance entre les chercheurs en sciences sociales, les militants associatifs et les artistes. Parce qu'on n'a pas parlé de la dimension du travail artistique, de la mémoire par artistique. Moi, j'ai monté une pièce de théâtre sur le 17 octobre 1961 qui est unique en France, inédite. J'ai pas eu beaucoup d'aide, hein, je vous assure. Et elle a marché. Et le travail qu'on a fait avec les lycéens, etc., ça a été un travail extrêmement important parce que y a des choses qu'on ne peut pas expliquer par les livres, parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas, d'une part, et puis des fois, c'est pas facile. Mais le travail de l'émotion est quelque chose d'important. La dimension artistique dans le travail mémoriel n'est jamais suffisamment avancée. Donc, sur les questions de rendez-vous manqués, évidemment, il y en a un qui est formidable, il y a un ami d'ailleurs dans la salle, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, c'est celui de la marche pour l'égalité. La marche pour l'égalité contre le racisme est le produit des assassinats de policiers où à l'époque on nous tirait dessus comme des lapins. Hein, rappelez-vous des années 80, qu'est-ce que c'était ? C'était terrible. Eh bien, en 1983, a démarré, à partir du lit d'hôpital d'un jeune qui a été blessé, Toumi, pour ne pas le nommer, et une marche donc pour l'égalité, un peu à la Martin Luther King, un peu, parce que nos référentiels à l'époque, c'était les États-Unis, les Blacks. Hein, on se projetait aussi sur la lutte des Noirs. Eh bien, cette marche a eu un succès phénoménal, puisqu'on a eu près de 100 000 personnes sur Paris. Et on a eu un contentieux avec les dirigeants de l'époque. Ce contentieux, c'est quoi ? C'est simplement, c'est que nous, on voulait garder notre autonomie. Hein, la question de l'autonomie. On ne roule pas pour un parti ou pour un autre. Chacun fait ce qu'il veut à titre individuel, mais voilà, à titre associatif, écoutez, voilà. Et le Parti socialiste, et avec les moyens de l'État à l'époque, ont coulé la marche pour l'égalité des droits en créant un millefeuille au-dessus, un machin qui s'appelle SOS Racisme. Et donc,
ça a été fait délibérément et politiquement structuré pour tuer cette belle marche qui était un mélange. On avait tout le monde, on avait des curés, on avait comment il s'appelait, Christian Delorme, il y avait des syndicalistes, il y avait de tout le monde. Enfin, c'était une vraie convergence. Hein. D'ailleurs, l'année d'après, il y a eu Convergence 84, mais ça n'a pas très bien marché. Donc, c'est un autre rendez-vous manqué, pour paraphraser Olivier Masclet, qui a fait un joli travail sur la ville de Gennevilliers, qui s'appelle La gauche et les cités, et donc l'histoire d'un rendez-vous manqué, de comment les Français héritiers de l'immigration coloniale, on pourrait dire aussi les Français héritiers des quartiers populaires, on pourrait dire aussi les Français héritiers de la classe ouvrière, parce que nous sommes les enfants de la classe ouvrière, oui tout à fait, n'en déplaise à ceux qui veulent nous cantonner uniquement. La question de l'identité, c'est que c'est compliqué, parce qu'on est tout ça à la fois. On est à la fois des enfants de travailleurs, oui, nos parents travaillent à l'usine, et on ne peut pas nous enlever ça, et nous sommes aussi les héritiers de cette immigration aussi, et donc... Et on a aussi cette spécificité-là. Donc, tous ces rendez-vous manqués-là sont le produit de quoi? Sont le produit de l'absence de partage. Parce que quand on arrive à la question de l'égalité, puisqu'il faut rappeler toujours cette question importante, l'égalité. L'histoire de la colonisation, et Ferhat Abbas est un des produits de celui qui a postulé pour l'égalité, hein, la justice, rappelez-vous, il y avait un collège inacceptable. Vous imaginez, il était dans un deuxième collège. Enfin, vous connaissez l'histoire, premier collège, deuxième collège. Et puis, en gros, les indigènes restaient à côté, quoi. Donc, la possibilité de l'accès à la politique, c'est quasiment du domaine impossible. Et je pourrais poursuivre, aujourd'hui encore, de manière contemporaine. Dans les forces progressistes à l'Assemblée nationale, combien de Français héritiers de l'immigration coloniale existe-t-il? Il y a deux groupes. Hein. Eh bien, à part notre ami et camarade Daniel Obono, qui a été d'ailleurs qui est attaqué régulièrement avec une violence inouïe, parce que c'est insupportable pour certains de l'avoir dans une visibilité, une possibilité de visibilité. Hein. En fait, derrière le fond, on lui invente un tas de prétextes. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il est insupportable pour certains de voir des têtes qui ne sont pas habituelles. C'est d'ailleurs le cas, justement, dans les usines en 1982. Vous savez qu'il y avait des grèves, 82-83, des grèves, Simca, il y avait évidemment Billancourt, etc. Laure Pitié a fait un très beau boulot aussi, c'est une autre amie. Eh bien, que s'est-il passé? Vous avez des dits immigrés qu'on n'avait jamais vus. Donc il y a une grève sociale, hein. Un truc, les augmentations, patati patata, la formation, il y en a marre, etc. Le truc habituel. Eh bien, sauf qu'il y a des têtes qu'on n'avait jamais vues dans la télévision. Et le 27 février 1983, je cite mes sources, dans les colonnes du Monde, un journal dit de référence, eh bien, le Premier ministre de la France de l'époque, qu'est-ce qu'il a dit? Il a écrit ceci, et je me souviens par cœur, ces gens-là n'ont rien à voir avec les réalités sociales françaises, ce sont des gens qui sont manipulés par l'islamisme international. Voilà ce qu'a dit le Premier ministre de l'époque, c'était M. Pierre Mauroy. Et voilà comment on déplace la question sociale à la question ethnique. Voilà comment on ethnicise les rapports sociaux, voilà comment on cultualise les rapports sociaux. Pour ça qu'après, l'histoire c'est important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas Sarkozy qui a ethnicisé les rapports sociaux, non, c'est la gauche qui les a. Pourquoi? Parce que quand la télévision filmait les gars à l'usine, eh ben, on voyait quoi?
on voyait Saïd, on voyait Mustapha, Karim, machin, des tronches qu'on n'avait jamais vues, mais sous la houlette de la CGT. Bah, ils avaient tous la bannière de la CGT, oui, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que vous voulez on veut l'augmentation, on veut, il y en a marre, ceci, cela. Et donc ça, c'est insupportable. C'est pour ça que la question de la visibilité, on est très attaché à l'association Les Oranges sur la question de la circulation de la visibilité. Un boulevard du 17 octobre 61, ça travaille la mémoire. C'est la symbolique qui fait les choses. Hein. Rue Abdelmalek Sayad, ça fait quelque chose. Et donc, ah bon, il y a un arabe qui est un savant? Merde, je pensais qu'ils étaient tous ces boueurs. Et non, eh ben, il y a des savants, si, il y en a pas mal, il y en a plus qu'on pourrait penser. Et d'ailleurs, même dans l'histoire, ils ont contribué à des choses importantes. Donc, sur cette question de transmission, puisque c'était votre question, cher monsieur, que je ne l'oublie pas, je fais des détours socio-historiques, mais on revient à nos moutons. La transmission se pose la question de quoi transmettre et comment transmettre. Hein, la transmission de la mémoire, moi, je postule pour la transmission de la mémoire de combat. Et donc, c'est pour ça qu'il faut transformer le drame du passé en carburant de combat. C'est-à-dire que, moi, quand je parle à ma fille sur ces questions-là, et d'ailleurs, elle est très intéressée, contrairement à ce que pourraient dire les uns et les autres. Il y a beaucoup de jeunes qui sont très intéressés. Il y en a d'ailleurs dans la salle, il y a des trentenaires, etc., qui sont très intéressés. Dans l'association Les Oranges, on a beaucoup de jeunes qui sont éminemment intéressés par cette question de qu'est-ce qui s'est passé réellement au long cours et à court terme. Enfin, je veux dire, 1983, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un enjeu de la question de l'autonomie, de comment construire une autonomie ensemble, tout en ayant des alliances avec nos partenaires progressistes, hein, puisque quand même. Hein. Mais il faut quand même se rappeler que c'est au nom des Lumières que Jules Ferry a dit mais qu'il y a des races plus basses et des races plus hautes. Eh bien oui, c'est ça, Jules Ferry l'a dit. On ne l'a pas inventé. C'est aussi ces gens de lumière qui aussi ont participé au nom de l'œuvre civilisatrice. Et c'est pour ça qu'il faut questionner les questions. Parce que sinon, on est dans une vision linéaire comme ça. Non. Et qu'il faut être attentif. D'ailleurs, c'est pour ça que la démocratie, c'est bien. Parce qu'il faut la questionner. Hein, un grand penseur, hein, comment il s'appelle déjà? Hans Kelsen. Hein, pas de démocratie sans contrôle. Il faut toujours contrôler ce que disent les uns, ce que font les autres. Dis-moi comment tu fais, je te dirai qui tu es. Parce que sinon, tout le monde peut postuler à des intentions générales, des bonnes intentions générales, comme ça, humanistes, etc. Mais c'est quand on transpire ensemble, c'est le vécu. Hein, notre vécu de militant, il y a des camarades dans la salle avec qui je transpire au quotidien, et ben c'est ça qui fait notre en commun et notre identité collective pour aujourd'hui et demain. Ça, c'est cette question-là, c'est comment on travaille ensemble sans, je dirais, regard, je dirais, c'est-à-dire la possibilité du champ des possibles est possible pour tout le monde. Ce qui est possible pour toi est possible pour moi. Hein? Oui. Et donc ensuite, les chiffres parlent. Quand on regarde l'Assemblée nationale, elle est ce qu'elle est. Hein? C'est quand même incroyable que c'est la droite qui initie le plus. Voilà, les macronistes, les machins. Et ça me fait mal au bide, moi, à l'estomac, de voir qu'ils ont, avec de la démagogie totale, hein, eux, ils font de la diversité de diversion. Hein? C'est ça, leur diversité. Hein, faut pas se leurrer. Mais quand même, ils font de la... Et ça marche, parce que les processus d'identification dont parle Gérard Noiriel, c'est très important. Vous savez, ce qui compte, c'est la symbolique. C'est comment on se projette de manière collective sur des choses. Et des fois, c'est pas grand-chose. Moi, je dis, quand je travaille avec les maires
en France. Et je dis, mais il y a des choses qui sont gratos. Par exemple, le 8 mai 1945, vous savez que le prochain 8 mai, je vous donne un rendez-vous, le 8 mai, là, celui-là, 2018, à 18h, nous serons sur le parvis de l'hôtel de ville. Rassemblement, justement, pour, justement, se souvenir, mais surtout, réclamer la reconnaissance. Et la reconnaissance n'est pas la repentance, contrairement à ce que disaient Sarkozy et d'autres gens de ce... La reconnaissance permet justement de faire un travail qui fait qu'on est égaux. Hein. Cette difficulté qui s'est passée dans le passé, qui a été racontée, contrairement à ce qu'on raconte, par les parents, de manière... voilà, moi, évidemment, il y a toujours la pudeur. Comment nos parents nous ont raconté le récit, la narration. Hein, quel est l'élément déclencheur, comme disent les romans, les spécialistes du roman. L'élément déclencheur, c'est à un moment donné, un jour, vous ne savez pas comment, puis ça commence à parler. Voilà. Ils nous ont affamés. Voilà. La chose, moi c'est comme ça que je l'ai appris. Eh bien, oui, ça a été une des choses les plus terribles dans l'histoire de la colonisation, c'est d'affamer les gens. C'est de leur prendre l'économie, de leur déposséder de leurs terres, mais c'est aussi leur enlever toute possibilité de vivre. Hein, c'est-à-dire, et donc ça, c'est quelque chose qui... Et donc aujourd'hui, on n'en est pas là. Mais la question de vivre dans la dignité, parce que c'est ça qui est important. Vivre, c'est pas simplement manger, dormir, etc. C'est vivre quand on peut se regarder comme ça et qu'on peut échanger ensemble et quand on se sent à égalité, mais réellement à égalité. Hein. C'est pas normal quand même que dans les listes électorales, à tous les coups, on nous fait le même coup. Hein, excusez-moi. En 2004, j'étais sur une liste pour les régionales. Au deuxième tour, comme par hasard, Mehdi Lalaoui, Mouloud Aounit, Mamed Kaki, Lisette Mbaïré, voilà, que des métèques. Ils ont disparu sous la trappe au deuxième tour. Et ce sont nos amis progressistes, une fois encore, et qui se sont arrangés sur notre dos pour qu'on disparaisse. Hein, disparaissez. Vous étiez bien au premier tour pour amener les voix, mais au deuxième tour, on a disparu. Donc, c'est quand même... Il faut en parler de ces choses-là, parce qu'on pourra mener un combat ensemble de l'en commun. J'aime bien ce terme, l'en commun. Parce que c'est vraiment, l'en commun rappelle l'égalité, la fraternité. Eh bien, cet en commun, il faut le convoquer réellement avec le partage et surtout un homme, une voix, enfin, on est à égalité. Voilà. Et donc, cette question-là, j'espère que pour l'avenir, nous allons créer des rendez-vous réussis par rapport à tous ces rendez-vous manqués. Et ça passe par le dialogue, par la construction, par le fait de se dire que ce que font les autres, ça m'intéresse aussi. Par exemple, moi je parle de la question de l'histoire coloniale. Ce n'est pas l'affaire des Algériens, excusez-moi, le 17 octobre non plus. L'Algérie à l'époque c'était quoi ? C'était la France, n'est-ce pas ? Eh bien donc, ce sont des gens, au nom du peuple français, sans lui demander son avis, ont fait les choses les plus abominables. Donc c'est l'histoire de France. Donc c'est notre histoire commune qu'il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est dans ces conditions-là que la transmission aux générations, et à toutes les générations, pas seulement aux Français héritiers de l'immigration coloniale, mais à tous les Français. L'histoire concerne tous les Français, la reconnaissance concerne tous les Français, et le questionnement concerne tous les Français. Je vous remercie.